Oui, historiquement, le Code civil n'exigeait la bonne foi que dans l'exécution du contrat. La jurisprudence a étendu cette notion à la phase de négociation en tant que période précontractuelle. On retrouve ainsi dans le Code civil issu de l'ordonnance que vous nous demandez de ratifier une sous-section relative à la négociation. Alors, soit la notion de formation se confond avec celle de la négociation, et dans ce cas, il n'y a pas lieu d'ajouter cette notion dans la loi. D'ailleurs, l'intitulé du chapitre 2 du sous-titre « Le contrat » porte à confusion. En effet, intitulé « La formation du contrat », ce chapitre comprend la sous-section négociation. Soit il s'agit de deux notions totalement distinctes et la formation correspondrait alors à la rencontre des volontés. Et dans ce cas, l'exigence de bonne foi ouvre la porte à toute interprétation lorsque l'appréciation de la bonne foi se fera a posteriori. Par exemple, comme je l'ai indiqué, la moindre inexactitude dans le curriculum vitae pourrait ainsi justifier la rupture a posteriori du contrat de travail, et ce même si le contrat de travail était parfaitement exécuté par le salarié et l'employeur. Je suis un peu étonné de voir sur ces bancs des gens qui disent pourtant défendre les salariés, être d'accord avec cette nouvelle formulation, qui risque de voir des millions de salariés être ainsi mis sur la sellette. Si cette nouvelle notion est formalisée par la loi, cela va fragiliser un très grand nombre de contrats. Cet amendement vise donc à restreindre la référence à la bonne foi à la négociation et à l'exécution du contrat, et donc à supprimer la notion de bonne foi à la formation du contrat. Je vous remercie. Oui, il s'agit d'insérer un alinéa à l'article 1112-1 du Code civil qui serait rédigé ainsi: chaque contractant est tenu de se renseigner sur les éléments du contrat qui sont déterminants de son consentement. Alors, contrairement à ce que vous avez déclaré, monsieur le rapporteur, je pense que vous commettez une erreur d'analyse. Il ne s'agit pas ici de renverser le devoir d'information, mais en réalité de le compléter. Et notre amendement, je crois, est un ajout crucial pour la responsabilisation de toutes les parties au contrat. En effet, nous ne saurions concevoir un droit où l'un des co-contractants, fût-il un consommateur, serait exempt de toute recherche, de tout effort lors de la conclusion d'un contrat. S'il existe un devoir d'information de la partie co-contractante, obligation qui se voit renforcée lorsque l'une des parties est un professionnel, celui-ci ne doit pas être un moyen pour le co-contractant de s'exonérer de sa responsabilité individuelle. L'acheteur et le vendeur doivent tous deux être des individus rationnels. Permettre à un co-contractant de s'exonérer de sa responsabilité au motif de son inexpérience, de son manque de recherche sur l'objet du contrat, c'est, je crois, le placer in fine dans une condition de minorité. Nous passerions d'un droit individuel et protecteur à un droit infantilisant. La réglementation ne viendrait plus encadrer les relations sociales, elle ne viendrait plus réguler les rapports sociaux. Le droit serait un outil de tutelle sur des citoyens qui n'en seraient plus réellement. Le droit n'est pas uniquement un moyen technique, pragmatique de réguler les rapports sociaux. Il découle de la philosophie politique et nous permet d'imaginer et d'organiser la société de demain. Pour demain, il faut un devoir d'information, mais aussi un devoir de renseignement dans l'établissement de contrats, car il s'agit avant tout d'avoir des citoyens égaux et libres dans l'établissement de leurs contrats. Cet amendement vise à supprimer la notion d'erreur de droit introduite par cette ordonnance. Alors là aussi, pardonnez-moi, mais c'est un nouvel exemple, mais à la limite c'est assumé, semble-t-il, de la globalisation du droit à laquelle nous ne souscrivons pas. Le droit est l'instrument premier de la souveraineté nationale par laquelle chaque peuple, chaque pays, chaque nation peut déterminer ses propres règles normatives régissant la vie de sa société. Or, depuis quelques années, l'influence considérable et croissante du droit américain sur les autres droits du fait de la puissance économique américaine impose à marche forcée l'introduction de concepts juridiques anglo-saxons dans notre droit. Le droit semble désormais perçu comme l'ultime barrière à abattre pour la constitution d'un marché global unique. C'est d'ailleurs ce qu'a compris l'Union européenne, à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, depuis longtemps, en imposant aux États membres une harmonisation du droit par l'introduction de la supériorité juridique des normes européennes sur toutes les normes nationales. Bien, il faut quand même entendre les arguments qui sont développés. Pardonnez-moi, mais entre eux, c'est un peu compliqué pour les étudiants en droit. Enfin, on y est tous passés, puis on en est sortis quand même. Non, mais c'est l'argumentation qui est développée en bas de ces rangs. C'est un peu compliqué pour les étudiants en droit. Et puis il y a aussi, mais alors vous comprenez, avec la mondialisation en quelque sorte, il faut qu'on rende les choses extrêmement simples. La simplicité au risque, en réalité, du flou total. Bon. Donc,
si on suit votre, là pour le coup, la jurisprudence que vous voulez mettre en œuvre, eh bien, on va réduire la langue française à 300 mots de vocabulaire. Comme ça, au moins, ce sera pas très compliqué. Hein. Les étudiants s'y retrouveront et puis les étrangers aussi auront plus de facilité à parler la langue française. Bon. Sauf que, encore une fois, c'est une construction juridique, notre droit, qui est une construction juridique intelligente, longue et justifiée. Alors moi, je dépose un amendement pour réintroduire la notion d'objet, puisque après la notion de cause, c'est la notion d'objet qui a disparu, sous une expression floue de contenu que pour l'instant personne n'a réussi véritablement à définir. Moi, j'aime pas le flou dans le droit. Voilà, mais c'est peut-être parce que j'ai été avocat et que lorsque l'on plaide, on n'aime pas être face à des textes qui sont flous. L'objet, c'est l'existence réciproque d'une contrepartie à l'obligation de l'autre partie. Je suis désolé de vous rappeler que c'est une notion majeure de notre droit et qu'en l'absence d'une contrepartie réelle, eh bien le contrat n'a plus d'objet. Donc, je vous l'annonce, si vous persistez dans cette idée de la modernité pour la modernité, de la simplification qui en réalité va entraîner de la complexité, vous allez entraîner une explosion du contentieux sur ce point.